Merci beaucoup pour l'invitation parce que c'était vraiment une belle découverte et tout à fait dans la lignée de ce que je fais. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant le livre, très intéressant le modèle et donc c'est un peu sur ça que je voudrais te poser des questions et découvrir un peu plus avec toi l'ensemble de ce projet. Donc il m'a beaucoup plu, d'abord pour sa question de départ, l'idée est-ce qu'on peut parler des productions en ligne comme d'œuvres autonomes finalement, qui ont leur autonomie esthétique. Et finalement, donc vous nous amenez dans toute une découverte de plusieurs types de pratiques. Donc je reprends un peu les trois parties. Les pratiques visuelles amateurs, les pratiques sonores amateurs, les pratiques d'écriture amateurs. Donc je te laisserai après développer un peu plus les détails de chacune des parties, mais peut-être commencer par la première question. Quelle est vraiment votre question de départ? Je parlais donc de ce type d'objet. Si tu peux dire un peu plus sur la volonté commune de travailler sur ce objet et pourquoi. Oui, alors le projet de départ l'idée vient de Sophie qui m'a contactée et qui a contacté Anaïs aussi. Elle trouvait qu'il y avait beaucoup de productions amateurs qui étaient quand même assez riches. Toutes ne sont pas très intéressantes. D'ailleurs, Anaïs nous l'a souvent rappelé quand elle lisait des fanfictions. Mais quand même, il y avait, donc du côté de l'image, pour Sophie, des apports intéressants qui méritaient qu'on en tienne compte. De mon côté aussi, il y a des productions qui sont quand même d'une grande qualité parce que les gens prennent du son qui existe déjà, des images qui existent déjà et font du collage. Donc, ça donnait des choses parfois intéressantes quand l'idée fonctionne, quand le concept est bon. Donc, on a décidé de travailler sur les pratiques amateurs en ligne qui sont spécifiques au web. Donc, j'en parle un peu dans ma partie. Quand quelqu'un se filme en train de jouer de la guitare, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Le web offre plus de possibilités, le web offre des façons de faire particulières, donc c'est à ces objets-là qu'on s'est intéressé. Mm-hmm. Et donc, et finalement, donc, il s'agit de pratiques que vous définissez autonomes, qui fonctionnent donc non pas en relation de critique par rapport à un autre objet, ou alors si un peu quand même. Il y a la partie des parodies que j'ai adorée, m'a fait beaucoup rire, donc ça se lit vraiment très très bien. Et les exemples que vous prenez sont aussi très parlants. Donc, quelle est la limite de la notion d'autonomie finalement si on prend quand même des objets qu'on parodie, auxquels... Mais en fait, le présupposé, c'était quand même de s'intéresser à cette culture du partage. Là, je viens de te le dire, les objets sont souvent composites, sont souvent faits à partir de collages. L'exemple de Sophie est intéressant. Sophie s'est intéressée aussi à ce que les musées commencent à faire. Donc, les musées commencent à inciter les gens à faire des selfies. Les gens vont maintenant au musée pour être vus, là c'est vraiment spécifique à l'image, prennent des selfies d'eux-mêmes avec des œuvres connues, des œuvres phares de la peinture, et là ça devient autre chose sur le web. Donc il y a toujours un partage qui est en jeu, qui est inévitable, puis qui fait justement que ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Et donc, qui réalise ces pratiques? Vous parlez d'amateurs, est-ce que tu peux développer un peu plus sur la notion d'amateur ou de fan, des termes qui reviennent souvent et dont on parle beaucoup aussi dans la littérature anglophone, aussi en France et dans la sphère francophone, mais d'une autre façon peut-être. Est-ce que vous avez votre définition? Je pense que c'est difficile de bien définir les amateurs parce que justement, s'ils n'ont pas une formation dans un domaine précis, leur pratique ne répond pas toujours à une foule de critères. Donc, ça devient... je serais tentée de te dire, il y a autant de pratiques amateurs qu'il y a d'amateurs. On parle quand même dans le livre de la compétence technique que certains amateurs ont. Donc, il y a des gens qui font des capsules sonores qui ne sont pas des musiciens, mais qui maîtrisent très bien la technique puis qui réussissent à jouer avec les sons qui sont en circulation. Donc, ça change la façon de produire certains objets, certaines œuvres. Et finalement, le web peut-être facilite aussi ou encourage un certain type de pratique ou alors devient un terrain d'expérimentation pour... Oui, devient un terrain d'expérimentation. Puis évidemment, certains réalisateurs de capsules web cherchent une certaine notoriété.
Donc, vont choisir des œuvres très connues, parce que quand on google le nom de l'œuvre, on va tomber peut-être sur leur capsule, mais il y a quand même, par exemple en musique, j'ai trouvé des petits regroupements de musiciens amateurs qui composent des musiques de films sur des images de films connus, mais là, eux, ils ont vraiment des échanges très pointus sur ce qu'ils ont voulu un peu modifier dans la scène, sur ce qu'ils ont voulu illustrer un peu autrement. Mm-hmm. Donc, c'est le web qui facilite, qui encourage. Oui, l'accessibilité justement aux extraits des films, aux scènes les plus connues des films ou des émissions les plus connues. Oui, ça c'est facile de diffuser. Bon, évidemment, quand on se met à vouloir en trouver des plus originales ou un peu plus marginales, il faut fouiller quand même un peu plus, mais... Et peut-être donner un exemple d'une de ces parodies où on prend un texte officiel et on en fait autre chose. Oui, elles sont très drôles, puis il y a beaucoup de capsules comiques. Donc, quand, par exemple, il y a un combat des films, donc deux scènes cultes de films, les images d'un film et le dialogue de l'autre film, donc la bande sonore du film. Alors, quand on connaît les deux films, évidemment, mais même quand on ne les connaît pas, je pense que c'est drôle quand même. Alors, par exemple, il y a le dîner de cons qui se retrouve dans Skyfall, avec les images de Skyfall, mais le dialogue du dîner de cons. Le méchant cherche un con. Donc, James Bond est face à ça. Donc, c'est très drôle. Il y en a beaucoup de très drôles. Cependant, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grande variété. Par exemple, il y a des capsules funéraires qui sont faites souvent par des mères qui ont perdu un enfant ou un bébé mort-né. Là, j'étais très étonnée quand je suis tombée sur ça, mais il y en a quand même pas mal. C'est un mouvement assez fort qui est une pratique... essentiellement faite par les mères. Donc, je ne pensais pas qu'il y avait comme ça des niches aussi pointues. Parce que les amateurs sont difficiles aussi à identifier. Ce sont des surnoms. C'est très difficile d'en savoir plus sur eux, mais dans le cas des mères qui font des capsules web comme ça, c'est... donc, on a au moins le nom de l'enfant et le nom de la mère. Et il s'agit de pratiques qui n'existeraient pas en l'absence d'une interface numérique, ou alors est-ce que c'est une sorte de forme de recyclage de pratiques anciennes? Oui, j'en parle un peu dans le livre. C'est que toutes ces pratiques-là se faisaient peut-être un peu avant, quand il y a eu la mode du diaporama dans les années 70, mais ça restait dans la famille. Donc, on accueillait les gens, on leur montrait le diaporama des vacances ou l'album de photos familiales, mais ça restait dans une sphère privée. Mais maintenant, ça se retrouve en ligne beaucoup. Et avec aussi des moyens techniques qui permettent de renouveler un peu le genre quand même. Et tu parles aussi d'esthétique de mosaïque. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, parce que il me paraît que là, il y a quelque chose de spécifique aussi à la matière du numérique. Oui, puis au partage en fait, parce que à force d'aller piger des extraits d'œuvres déjà connues, puis parce que quand le moteur de recherche, si on tape Thriller de Michael Jackson, on va avoir une longue liste d'objets. Et donc, les petites capsules web qui portent ces noms-là se greffent. Donc, quand on google Michael Jackson, quelques titres de ses chansons, tout de suite, on se rend compte à quel point il y a vraiment une sphère de capsules qui gravite autour de ça. Donc, puis chaque œuvre culte, plus ou moins récente, là, de la culture mondiale, on va le dire comme ça, souvent c'est ça, a ces espèces de satellites qui la suivent, qui l'enrichissent aussi, parce qu'il y a un écho à ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans telle vidéo? Qu'est-ce qu'il y a d'émouvant? Qu'est-ce qu'il y a... Puis les gens sont quand même très créatifs pour le renouvellement. Oui, je trouve ça vraiment passionnant, l'idée aussi de pouvoir tomber sur une de ces pratiques-là, un de ces objets, et découvrir une œuvre qu'on ne connaîtrait pas autrement. Donc c'est vraiment une façon de nourrir la sphère de discours, de la faire circuler. Donc je pense aussi à Henry Jenkins qui parle de spreadability des contenus, donc cette idée de vraiment une circulation dans les réseaux qui se fait parfois souvent d'une façon que les producteurs officiels n'auraient pas imaginé au départ. Donc c'est vraiment une façon de faire circuler par la parodie, qui est aussi bien sûr une façon de critiquer, mais dans la plupart de tes cas, pas forcément dans ce que vous avez analysé. Oui, mais la parodie est très populaire parce qu'elle est relativement facile, mais certaines sont quand même beaucoup plus aiguisées que d'autres. Certaines demandent aussi beaucoup plus d'habileté technique.
Je pense à un collage d'une entrevue de Céline Dion qui fait dire autre chose complètement à Céline Dion. Elle confie qu'elle se drogue et qu'elle est complètement droguée tout le temps. Donc c'est très drôle évidemment parce que ça arrive d'une vedette qui s'exprime toujours beaucoup, mais il y a vraiment un collage qui est presque difficile à détecter parfois. C'est presque inquiétant même. On peut faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Et dans une situation, notamment les vidéos musicales, il me semble que vous avez souligné le doute quant à l'authenticité de ces... C'est très difficile. Ouais. Quand on se met à suivre certains liens, donc si on voit quelqu'un, ça c'est quand je parle, là, il y a un logiciel qui permet de séparer l'écran en 4 ou en 6. Bon. Et des gens peuvent faire toutes les partitions d'une chanson. Une chanson qui est connue, évidemment, parce qu'ils veulent qu'on les trouve en train de chanter, mais ça devient même difficile de savoir si la personne qu'on voit chanter est bel et bien celle qui chante. Et il y a beaucoup d'internautes qui signalent les fausses chansons ou les vraies chansons, les fausses interprétations. En fait, c'était pas le but. Le but, c'était pas de les démêler, de les départager, mais de voir à quel point il y a une intégration justement du travail des professionnels, parce que ce sont des chansons connues, et du travail amateur, mais grâce aux technologies. Et donc justement, vous vous intéressez plutôt à des pratiques d'amateurs au sens large et presque ordinaires, et pas à ces stars de YouTube, comme les YouTubeurs qui... Phénomène donc assez récent de... Bien, ça a été facile de trouver plusieurs capsules faites par des gens qui maintenant ont des chaînes YouTube. Mais quand on fouille un peu, on trouve quand même pas mal de pratiques marginales qui sont aussi intéressantes. Il y a des gens aussi qui le font de façon ponctuelle, parfois, de ce que j'ai cru comprendre, en attendant de trouver un travail chez les professionnels, puis à un moment donné, les productions cessent. Donc, oui, donc votre but n'est pas ni de définir un certain nombre d'auteurs du web, ni de donner des catégories étanches de pratiques. Donc je trouvais ça aussi intéressant. C'est-à-dire que finalement, c'est des pratiques, des activités peut-être extrêmement typiques d'une époque aussi, de certaines niches, mais assez fluides aussi. Oui, ce sont des pratiques hybrides, donc les catégories doivent être souples, doivent être, c'est les propositions que j'ai essayé de faire, notamment dans ma partie. C'était important pour moi de dire au début justement que certaines capsules sont montrées dans une des parties, dans un chapitre, mais qu'elles ont aussi d'autres éléments qui sont relevés dans les autres parties. Et en termes de, peut-être aussi de démocratie offerte par Internet, c'est l'idée que tout le monde peut être un artiste finalement. Quelles sont les valeurs que vous avez rencontrées dans ces pratiques, notamment vous vous opposez aux valeurs traditionnelles du beau et du bon, de l'art finalement, et vous voyez émerger autre chose? Oui, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont des admirateurs. Je pense aux capsules sur les affiches de cinéma. Hein. Il y en a un qui reprend des affiches de films célèbres, qui les anime juste un peu pour faire parler les personnages. De toute évidence, c'est quelqu'un qui, oui, veut faire rire. Hein. Il y a de la parodie dans ça, mais c'est quelqu'un qui connaît les œuvres, Bon, il y a peut-être parfois des répliques un peu iconoclastes, mais il y a quand même ce travail de connaître les œuvres pour pouvoir les tourner autrement. Et sans forcément des hiérarchies traditionnelles? Non, surtout pas. Ouais. Je pense que là, c'est clairement une façon de fonctionner. On le voit dans les parties de Sophie, dans la mienne, puis dans celle d'Anaïs aussi, d'éviter d'entrer dans un moule. Ou sinon, par exemple, si on prend des genres qui sont apparus sur le web comme le lip dub, oui, les gens veulent entrer dans ce genre populaire, mais il y a quand même souvent un effort de mettre une touche personnelle aussi. Et je m'intéressais donc justement aussi à la question mentionnée tout à l'heure par Marcello de la dimension éphémère finalement de ces pratiques et de tous ces artefacts. Donc, lorsqu'on pense un ouvrage comme le vôtre, comment est-ce qu'on travaille cette dimension-là? La dimension aussi de l'archive. Okay. On se dépêche, on se dit qu'il faut envoyer le manuscrit au plus vite. Mais on essaie quand même, quand on choisit les capsules, on voit que certains sites ont l'air d'être
mieux nourris que d'autres, donc plus susceptibles de rester en place. Pour ma part, moi, presque tout est sur YouTube. Il y a quand même une certaine pérennité. Il y a des capsules que j'avais depuis longtemps dans mes listes qui sont encore là. Donc, oui, il y en a qui peuvent disparaître, mais il y a quand même une certaine stabilité. Mais on se dépêche, puis on essaie justement de faire des choix judicieux. Et donc, techniquement, par rapport au contenu additionnel, comment est-ce que vous avez travaillé la place de ces vidéos dans le texte donc de la version en ligne, l'agencement avec le texte? Oui, ben donc quand on fait la version papier, on ne peut pas parler de toutes les capsules qu'on a en banque. Pour la version numérique, j'en ai ajouté quelques-unes, mais je veux en ajouter parce que des fois, les gens nous envoient des liens, donc des choses qui nous avaient échappé. Mais même chose pour les références aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font sur les pratiques amateurs ou sur le web, sur les pratiques en ligne. Donc, on peut l'enrichir tout le temps. Et est-ce que vous avez pensé en particulier à quelques moments où la capsule est choisie donc pour arriver à un certain moment dans le texte, ou alors d'autres moments où vous avez choisi de ne pas montrer la capsule, mais sachant qu'elle reste dans la banque sur YouTube? Non, habituellement, j'essaie de les placer dans la section. Mais la question va peut-être se poser un peu plus quand j'en aurai encore plus. Hein. Oui, ça, c'est... Ouais. C'est donc c'est un travail qui va continuer, qui va possiblement Mais je pense que oui. augmenter. Je pense que oui, parce qu'en fait, plus le livre va être lu, plus on est susceptible de recevoir comme ça des capsules. Et là, il faut voir si les classifications fonctionnent. Mais jusqu'à maintenant, justement, les classifications sont souples. Puis, quand il y a du nouveau matériel qu'on rencontre ou qu'on reçoit, habituellement, ça fonctionne. Donc, peut-être dire un peu plus sur la structure de l'ouvrage et sur comment les trois auteurs ont travaillé ensemble. Alors on a commencé avec l'image, donc c'est Sophie qui commence. Donc Sophie avait déjà publié dans la collection. Si vous avez lu Surveiller et sourire, c'est vraiment passionnant. Elle s'est intéressée beaucoup aux pratiques muséales, justement, parce qu'elle s'est rendue compte que les musées étaient rendus sur le web. C'était essentiellement quand même des musées asiatiques qui voulaient valoriser la créativité de tout le monde, puis qui ont mis ça en place. On a décidé de suivre avec ma partie parce que, justement, dans ma partie qui parle du son, il y a quand même du visuel. Donc, on a décidé de faire une transition comme celle-là. Et on arrivait ensuite avec la partie d'Anaïs qui s'intéresse à l'écriture, donc au grand désir d'écriture des amateurs, mais aux différentes plateformes qui sont offertes. Et l'écriture, curieusement, est quand même très, très, très présente sur le web. Donc, les fanfictions sont très populaires. Pour les gens qui ne seraient pas familiers, les amateurs qui veulent écrire reprennent des personnages déjà connus, inventent des nouveaux épisodes de séries ou de films. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des gens qui racontent leur vie ou des anecdotes, mais il y a quand même pas mal de gens qui essaient de développer même presque des romans. Est-ce que toi, tu en produis Non, d'ailleurs, moi, la partie d'Anaïs me fait connaître tout un pan du web que je ne connaissais pas du tout. Okay. Et donc je vois aussi qu'il y a un lexique, ce qui est très utile, notamment pour s'orienter dans ce jargon, pas souvent provenant des pratiques des fans, donc des fans eux-mêmes. Et donc, à qui s'adresse l'ouvrage, peut-être dire un peu plus? Mais je pense que l'ouvrage s'adresse à beaucoup de gens. Je pense que dès le collégial, ça peut être un ouvrage intéressant, justement parce qu'il n'y a pas d'analyse théorique très, très poussée. Là, on n'est pas dans un ouvrage d'érudition en sémiotique ou en analyse d'image, pas du tout. Évidemment, au niveau universitaire, mais moi, je pense que les gens qui produisent des capsules ou qui écrivent des fanfictions vont s'intéresser à ça. Donc, je pense que tous ceux qui connaissent un peu le web vont peut-être être intéressés de voir comment on a classé leur travail. Et tous ceux qui ne connaissent pas le web vont se rendre compte à quel point il y a une richesse dont on ne soupçonne peut-être pas toujours l'existence. Tout à fait. Oui, donc je pense que c'est vraiment utile, vraiment comme traduction aussi d'un certain nombre de savoirs sur ces pratiques qui se font en langue anglaise. Donc c'est intéressant de voir ça.
et de voir que c'est accessible aussi en grand. Oui, effectivement, il y a plusieurs exemples en anglais, mais j'avais le souci, moi, d'avoir des exemples aussi en France et au Québec, puis il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oui. Il y a aussi, évidemment, des producteurs de capsules qui essaient, ou des réalisateurs de capsules qui essaient d'éviter le piège de la langue, surtout quand on parle de la musique, donc ça fonctionne bien, évidemment. Oui, non, je pense aussi aux références de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, notamment de Jenkins, dont tu avais un exemple que tu voulais présenter. Oui, ben en fait, Jenkins, ce que j'aime le plus, moi, dans les exemples qu'il donne, c'est celui de la courte pointe. Parce qu'on parle de pratiques amateurs sur le web, mais souvent, quand je les analyse, je me rends compte que, oui, il y a une créativité, mais cette créativité-là ou ce type de collaboration-là n'est pas apparu avec le web. Donc, Jenkins parle de sa grand-mère qui faisait des courtes pointes, donc qui était dans une espèce de cercle d'infirmières. Au Québec, on appelle ça comme ça. Donc, les femmes se rassemblaient, prenaient des restes de tissu. En fait, c'était une façon de récupérer des retailles de tissu, concevaient la courte pointe en groupe, et ça devenait parfois même des œuvres d'art, en fait, c'est ça. Il y a sûrement des musées qui présentent, des musées d'histoire du vêtement ou de la décoration qui présentent des courtes pointes. Donc, c'est intéressant parce que lui a bien vu que ce n'est pas apparu avec le web. C'est une espèce de réflexe de mettre en commun et de recycler ou de récupérer qui est fait autrement, évidemment, parce que le médium est différent. Okay. Ben oui, c'est un exemple très clair. Aussi de la question qui répond à la question sur la hiérarchie, sur la volonté ou non d'être dans un monde de l'art, finalement, d'agir à l'extérieur et tout simplement le faire pour le plaisir et pour la connexion en communauté. Tout à fait. Le plaisir est très important. La qualité des capsules, justement, parfois ça résiste un peu mal à l'analyse, mais parfois très bien. Mais on voit que le plaisir, ou dans le cas des capsules funéraires, l'espèce de désir de faire un deuil, de le partager, tout ça opère et fonctionne bien. Et en termes de succès de ces capsules ou des fanfictions, est-ce que vous avez des données? Ben, il y avait en fait, sur YouTube, on a toujours le nombre de visionnages. Des fois, c'est plusieurs millions, puis des fois, c'est quelques centaines. Moi, j'ai vraiment essayé d'avoir des exemples de toutes sortes pour montrer qu'il y avait justement cette grande variété. Mais il y en a qui font vraiment des carrières... Ça commence comme un travail amateur, puis finalement, ça devient une chaîne très populaire. Oui, mais encore une fois, je trouve très intéressant de votre livre. La spécificité, c'est vraiment de ne pas aller chercher ce qui est le plus à succès ou qui a une renommée plus forte, mais justement, ce qui se fait dans l'ordinaire, ce qui fait dans cette idée de communauté, partage, bien sûr, mais juste aussi pour... la volonté, le désir de faire, de partager. Oui, de participer, c'est ça, comme le dit Jenkins, et de partager. Oui, donc je trouve ça vraiment une spécificité intéressante. Donc, sur ça, peut-être, est-ce que le public a des questions? On pourrait voir ça. Non? Ou avec un verre de vin. Ou avec un verre de vin, peut-être. Ouais. Donc, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis j'encourage les gens aussi à lire la version qui est en ligne pour avoir justement les liens avec les capsules parce que ça devient vraiment une lecture interactive. Moi, je pense que quand tu parlais de la grande différence avec le roman, c'est vraiment ça. C'est de les avoir. Donc nous, on a essayé de les décrire un peu pour l'intérêt de la version papier, mais c'est pas mal plus intéressant de les regarder. Donc j'ai entendu certains lecteurs rire beaucoup en lisant le livre. Donc je vous encourage à apprécier les parodies, c'est ça. Merci.